Mercredi 5 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, parlant météo pour commencer. La température avoisinera les 3 à 21 degrés Celsius le matin et autour de 18 à 34 degrés Celsius l'après-midi jusqu'à la fin de la semaine selon le service de la météorologie aujourd'hui. L'Alizé prendra encore de l'ampleur à Madagascar en fin de semaine. Des vents nuageux passeront au niveau du sud de Madagascar demain, jeudi 6 juillet 2023. Des brouillards seront aussi vus dans la matinée dans le centre à partir d'aujourd'hui. Il n'y aura aucun changement brusque de température cette semaine, selon toujours Météo Madagascar. Parlons à présent politique autour justement de la liste électorale. Nombreux parmi les universitaires sont inscrits dans la liste électorale de deux Foukontani différents. Néanmoins, le logiciel utilisé par la CENI a supprimé automatiquement les doublons. Ainsi, un seul de ces noms sera enregistré dans le registre électoral. L'existence de ces doublons, un problème commun au niveau des circonscriptions du 2e et du 4e arrondissement de la capitale. Un problème qui a pu être causé par des changements de domicile ou parce que certains étudiants logent dans deux maisons différentes. Les détails avec Ranir Linto. Les statistiques au sein des circonscriptions dans les districts changent constamment, un jour avant la clôture des inscriptions sur la liste électorale. Le nettoyage des doublons par un logiciel est suivi de près d'après le chef de centre informatique au sein du district. Rappelons que le président de la CENI a déjà fait une visite dans deux districts afin de renforcer les stratégies pour que la liste électorale soit nette de toute imperfection et afin que les règles appliquées pour les 119 CED soient les mêmes. Et partant à présent dans la région Alo-Chamangour où la réhabilitation de la route nationale 44 figure parmi les grandes réalisations dont a bénéficié la région Alo-Chamangour durant ce mandat du président Andji Rajoelina, selon le président de l'association Fizaloch. Cette réhabilitation de la RN 44 apportera des changements conséquents selon les explications. Il ne reste qu'une petite partie de la route nationale à finir actuellement, selon ce reportage Martina et La réhabilitation de la route nationale 44 restera gravée dans l'histoire. Cette route reliant Mouramingue à Mbatondjazak avait été un cauchemar pour les usagers, mais cela n'est plus le cas car la nouvelle route est presque achevée selon le Fizaloch, l'association des natifs d'Alo-Chamangour. Le président Andji Rajoelina a réalisé la promesse qu'il a faite à la population d'Aloch. Seule une petite partie de la route n'est pas achevée actuellement. Malgré cela, le développement de la région est déjà palpable pour les natifs d'Alo-Chamangour, regroupés au sein d'une association issue de 3 districts, un d'Ilamine, un Parafaravoul et un Mbatondjazak. De plus, les jeunes d'Aloch peuvent aussi bénéficier de divers soutiens. C'est devenu une priorité à partir de maintenant de soutenir les étudiants d'Aloch selon les explications. Les natifs d'Aloch mettront également en place des stratégies pour que le développement puisse arriver dans les 3 districts de la région, selon toujours les explications. Dans les actualités économiques de ce soir, la signature d'accords de coopération entre le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue et le PSM ou Planification spatiale marine a été effectuée aujourd'hui. Le but est que le ministère puisse avoir une carte sur l'espace marine de Madagascar pour la mise en place d'une planification spatiale marine. Un accord de partenariat est également signé entre le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue dans le domaine de la pêche, un partenariat qui permet au ministère d'obtenir des appuis pour financer le FTM afin de sortir l'Atlas maritime de Madagascar. Restons toujours au niveau du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue. Justement, ce ministère a lancé officiellement son site web aujourd'hui. Le ministère a mis en place cette stratégie pour être davantage plus près de la population et pour faire connaître les attributions du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue et sa politique, mais aussi ses stratégies pour lutter contre la corruption au sein de l'administration. Ce site web est aussi un moyen de communiquer directement avec le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue. Reportage de Fedna sur les images d'Asna Rafalzanari. Le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue ne cesse de trouver des solutions pour être au plus près de la population et de répondre à leurs besoins. Il s'agit aussi de suivre la technologie pour faciliter cette approche et d'améliorer la gestion des ressources marines du pays. Dans cette optique, le ministère de la Pêche a lancé son site web qui a été présenté officiellement aujourd'hui. Toutes les données, les statistiques concernant le ministère y sont consultables par tout le monde
selon les explications du ministre Matan Paubert. En outre, ce site web permettra également de communiquer directement avec tous les responsables au sein du ministère. Le but est d'améliorer les services offerts par le ministère, souligne le ministre. Dans l'actualité sociale, parlant éducation, l'année scolaire 2023-2024 débutera ce 4 septembre selon le calendrier scolaire publié par le ministère de l'Éducation nationale. Les enseignants reprendront le 28 août prochain selon les explications rapportées par Rose Christelle Rakout-Malal dans ce reportage. L'année scolaire 2023-2024 se divisera en 5 bimestres selon le calendrier scolaire publié par le ministère de l'Éducation nationale. Ainsi, le premier bimestre sera du 4 septembre au 27 octobre, le deuxième bimestre du 6 novembre au 22 décembre, le troisième bimestre aura lieu du 8 janvier au 1er mars, le quatrième bimestre du 11 mars au 26 avril, et le cinquième et dernier bimestre du 6 mai au 28 juin. Les 28, 29 février et 1er mars sont destinés aux journées des écoles. La rentrée administrative, quant à elle, se tiendra le 21 août et celle des enseignants le 28 août. Dans l'actualité sportive de ce soir, un final inédit du jamais vu depuis des années. La finale de l'OPL pour cette année verra l'affrontement entre deux clubs renommés, Foussa contre l'AS Fanalamangue. Ce match final se déroulera au stade Baria Mamasna le dimanche 9 juillet prochain à 14 h. À noter que l'équipe championne de cet championnat de Madagascar pour la première division obtient son ticket pour la Ligue des champions africains. Le club de Bouéne, les Foussa Juniors, défiera le club d'Alochamangour, l'AS Fanalamangue, à l'occasion de la grande finale du championnat de Madagascar de première division, Orange Pro League, qui se tiendra ce dimanche 9 juillet au stade Barry Mamas à 14 h, selon la déclaration du CFEM ou Association des clubs de football élite de Madagascar. Ces deux équipes s'affronteront ainsi pour la succession du CFFA, qui a été le club champion lors de l'édition précédente. Pour l'équipe de l'AS Fanalamangue, ce match sera sa toute première finale, à sa deuxième année en championnat de première division, si elle a quitté la compétition en quart de finale durant sa première année. Mais quoi qu'il en soit, le club d'Alochamangour se dit prêt pour cette finale, que ce soit physiquement que mentalement. Les joueurs sont déjà prêts pour décrocher la victoire, affirme le coordinateur général de l'AS Fanalamangue. Quant à l'équipe de Foussa Junior, soi-disant favorite, elle se dit prête également pour reconquérir le titre cette année. 4 jours avant le grand match, les joueurs sont tous en pleine forme, déclare de son côté le secrétaire général du club Foussa Junior Bouéne. Outre la qualification en C1 pour la Ligue des champions africains, l'équipe championne remportera également 15 millions d'ariars, a fait savoir Nsura Goutormanen, dit Tot, président du CFEM. Dans les actualités internationales de ce soir, l'armée israélienne a retiré ses troupes de Jenin en Cisjordanie, occupées aujourd'hui, mettant fin à une opération intense de 2 jours qui a tué au plus d'une dizaine de Palestiniens et forcé à l'exode de plusieurs milliers de personnes. Le camp de réfugiés de Jenin, l'un des plus pauvres et les plus denses de la région, est aussi un symbole de la lutte palestinienne contre Israël, qui le considère comme un nid de terrorisme. France 24. Au petit matin ce mercredi, les rues de Jenin sont jonchées de débris et de gravats, stigmates des 2 jours de raid menés par l'armée israélienne. Celle-ci a poursuivi son retrait dans la nuit de mardi à mercredi. Dans les rues plongées dans le noir, les habitants ne pouvaient que constater les dégâts. C'est mon magasin de chaussures, il n'y a ni explosifs ni roquettes, c'était mon gagne-pain. Il était plein de marchandises. Mardi, dans la journée, des barricades en flammes ont fait face aux blindés israéliens. Des centaines de soldats se sont déployés dans le camp de réfugiés où vivent environ 18 000 Palestiniens et où se cachent des combattants armés. Une opération d'envergure appuyée par des bulldozers et des frappes aériennes. Les autorités palestiniennes dénoncent une agression. Les forces d'occupation israéliennes ont gravement endommagé les infrastructures d'eau.
d'électricité, d'assainissement du camp de Jenin et des environs. Cela pourrait provoquer une catastrophe sanitaire. L'armée a annoncé avoir frappé une base d'un groupe armé local et plusieurs ateliers de fabrication d'explosifs. Une opération dont s'est félicité le Premier ministre israélien en déplacement dans une base militaire près de Jenin. Nous continuerons d'agir aussi longtemps que nécessaire pour éradiquer le terrorisme. Nous ne permettrons pas que Jenin redevienne un refuge pour le terrorisme et nous éradiquerons le terrorisme partout où nous le verrons et le frapperons. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes sur Gaza, visant notamment un site militaire du Hamas. Une riposte à plusieurs tirs de roquettes lancés depuis l'enclave palestinienne. Celles-ci ont toutes été interceptées. Et l'état-major ukrainien accuse les Russes d'avoir placé des engins explosifs sur les toits de la centrale nucléaire de Zaporijia pour faire croire à un bombardement ukrainien. Moscou, de son côté, maintient que Kiev prépare une attaque sur la plus grande centrale d'Europe. Un récit de France 24. La centrale nucléaire de Zaporijia est-elle une bombe à retardement? En tout cas, l'état-major ukrainien accuse les Russes de provocation. Selon lui, Moscou aurait placé des engins explosifs sur les toits. Si leur détonation ne devrait pas faire exploser le site, le but est de faire croire à un bombardement ukrainien de la centrale. Ça fait très peur. Très très peur. Les Russes ont fait sauter le barrage. Tout est possible maintenant. Ces gens-là sont des inconscients. La Russie n'en démord pas. Les Ukrainiens prépareraient une attaque sur la plus grande centrale d'Europe. Depuis Tokyo, l'Agence internationale à l'énergie atomique ne cache pas son inquiétude. Oui, nous sommes inquiets, mais nous sommes présents. On sait comment éviter un accident. Si un réacteur venait à exploser, seul un bassin de 8 km² pourrait le refroidir. Le président Zelensky s'est entretenu hier avec Emmanuel Macron sur ce regain de tension. Et en France, la cagnotte de soutien à la famille du policier, auteur du tir qui a tué le jeune Naël, a recueilli en 5 jours près de 1,5 million d'euros lancés par un polémiste d'extrême droite. Cette initiative a indigné une partie de la classe politique et de nombreux internautes. Tous se sont organisés pour obtenir sa suspension avant que ne soit finalement annoncée hier soir la clôture de cet appel aux dents. France 24 nous en dit plus. Plus d'1,5 million d'euros, levés en 5 jours à peine. La cagnotte en soutien à la famille du policier mis en examen pour la mort du jeune Naël bat des records. 80 000 personnes y ont participé, donnant jusqu'à 3 000 euros. Lancée par l'homme politique d'extrême droite et ancien porte-parole de la campagne d'Éric Zemmour, Jean Messia, cette campagne de dons a été vivement critiquée. Les appels à sa suppression se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Et pour éviter que le pactole ne soit saisi, son créateur a annoncé qu'elle prendrait fin ce mardi soir. Ce syndicat de policiers soutient l'initiative. Aujourd'hui, vous avez une mère qui se retrouve seule avec un enfant. Son mari est en détention provisoire et il va se lancer la procédure au niveau justice qui va durer beaucoup de temps. Et puis on sait que c'est un procès très médiatisé et elle a besoin de ce soutien financier pour pouvoir continuer à élever son enfant. Mais cette cagnotte peut-elle être saisie par la justice? Pas si elle a pour unique but de soutenir la famille, mais un juge peut l'interdire si elle sert à payer une amende ou si elle menace l'ordre public. En 2021, une levée de fonds avait été annulée par la justice. Elle avait été créée pour soutenir un gilet jaune condamné pour avoir affronté un gendarme en manifestation. Les faits n'étaient pas nécessairement les mêmes. Le descriptif de la cagnotte n'était pas le même. Donc tout ça est délicat et tout ça est vraiment sujet à interprétation. La famille de Naël a annoncé porter plainte contre l'initiateur de la campagne en soutien aux policiers suspectés d'avoir abattu le jeune homme. Une autre cagnotte au bénéfice des proches de Naël a elle levé près de 400 000 euros. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. N'oubliez pas, dans quelques instants, vous allez suivre votre série Dynastie sur ce très bonne suite de programmes et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.